Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 7e vlog et sur cette 7e journée de marche sur le sentier Qatar. Je suis dans ma tente, il a plu toute la nuit, là il est 7 h du matin, je suis au pied du château et je suis réveillé par un drone. Il y a quelqu'un qui est en train de faire voler un drone dehors la tente, le château n'est pas encore ouvert, je vais vite fait sortir et aller faire des plans tant qu'il n'y a personne. En gros je vais monter au château de bon matin. Allez, il faut que je m'active. Voici où j'ai dormi. Pas le temps de petit déjeuner. J'ai directement enfilé un t-shirt, un pantalon et je vais monter. Alors je vous explique vite fait le plan. Déjà je vois qu'il y a 2 voitures qu'il n'y avait pas hier soir. En fait ça c'est l'entrée du château. On paye et on est censé grimper là-haut. Sauf que il y a des caméras de surveillance. J'en ai compté à peu près 5 hier soir autour de l'entrée. Mais en fouillant, j'ai trouvé un petit chemin qui part sur le côté et on peut grimper un peu la montagne par là en esquivant les caméras pour avoir accès au château. Mon objectif, c'est de monter là-haut avant que ça ouvre. Je crois que ça ouvre à 9 h. Comme ça, je serai tout seul et je pourrai en profiter pour filmer. Et puis, j'aime bien le petit côté aventure. Allez, c'est parti! Ici, là, on peut passer. Je suis de l'autre côté. Je vais esquiver les caméras de surveillance qui sont par là-bas. C'est que là, ils ont rasé une partie de la forêt pour installer des poteaux électriques, une ligne. Et du coup, ça fait que ça me fait un chemin qui est parallèle au chemin officiel que les touristes payent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, moi je suis une route de pylônes électriques, alors qu'à côté il y a le vrai chemin qui mène au château, qui est surveillé par les caméras de surveillance. Ça fait du bien de monter sans sac. Je suis mais juste 3 fois plus rapide qu'avec mon gros sac à dos. Hop. Ça y est, j'ai rejoint le sentier officiel qui mène au château. Est-ce que vous vous rendez compte les amis? Je suis tout seul, il n'y a personne. J'ai un château Qatar rien que pour moi. Et je vais le filmer rien que pour vous. Je vois les premières marches qui mènent au château. Je vais commencer la visite. Le château de Puylaurens, c'est parti. Les plus anciens textes mentionnant Puylaurens datent des années 950. Comme toute la haute vallée de la Boulzane, le château appartient à la grande abbaye rossignolaise de Saint-Michel de Cuctia. Un document cite le château de Saint-Laurent et l'église du même nom. Origine probable du nom de Puylaurens, Puy qui veut dire pêche, le mont, la colline, dédié en l'occurrence à Saint-Laurent. Politiquement, Puylaurens est compris dans le vicomté de Fenouillet. Par le jeu des alliances féodales, les vicomtes et leurs vassaux s'engagent dans le soutien au camp méridional lors de la croisade contre les Albigeois qui éclate en 1209. Même si les principaux combats se déroulent plus au nord, les seigneurs de la région doivent accepter la tutelle des croisés, prélude à l'annexion définitive du Languedoc au royaume de France. C'est dans ce contexte qu'apparaît en 1217 la première mention d'un châtelain de Puylaurens, Pierre Catalin, cité comme témoin de la soumission de Guillaume de Peypertus à Simon de Montfort, chef militaire de la croisade. Mais cette soumission n'est que de principe, car dans les années 1230, la place des Fenouillèdes, dont Puylaurens, bénéficiant d'une indépendance de fait, servent de refuge à de nombreux rebelles refusant de se soumettre aux vainqueurs. La date et les circonstances de l'annexion du château au royaume de France ne sont pas connues. Un texte indique toutefois que celui-ci était effectif dès 1250. En 1255, Louis IX ordonne de fortifier le château. 3 ans plus tard, le traité de Corbeil entre la France et l'Aragon entérine la conquête française.
le Fenouillède et les Corbières deviennent les possessions les plus méridionales du royaume. Puylaurens est alors choisi pour être intégré au dispositif avancé de protection de la cité de Carcassonne, centre de l'administration royale. Le vieux château est détruit pour être remplacé par une puissante forteresse qui, avec Thermes, Aguilar, Quérébus et Perpertus, assure le contrôle de la frontière franco-aragonaise. Dans la partie occidentale de Fenouillède, perché à 700 mètres au sommet d'une crête calcaire, Puylaurens surveille la vallée de la Boulzane et les cols permettant de passer dans la plaine de l'Agly. Abritant en 1242 une communauté de parfaits et de parfaites, le château de Puylaurens est réaménagé à partir de 1255 sur ordre de Louis IX. L'édifice date du dernier tiers du XIIIe siècle. Au contraire de nombreux autres sites, Puylaurens ne semble pas conserver d'éléments antérieurs à la conquête capétienne. Puylaurens résiste aux troupes de Simon de Montfort pendant la croisade et de nombreux diacres s'y réfugient à la chute de Montségur. Ce magnifique château formera par la suite, avec Perpertus, Quéribus, Aguilar et Thermes, un système de défense entre France et Espagne. Ici, comme à Quéribus, les Cathares ont pu trouver refuge longtemps après la fin de la croisade. Une communauté s'est réfugiée au village qui, à cette époque-là, est proche du château. Ironiquement, c'est grâce à l'Inquisition que nous avons gardé le souvenir de ces gens ordinaires. L'Inquisition, c'est l'enquête, et elle est très fouillée. Le lieu n'est jamais tombé aux mains de Simon de Montfort pendant la croisade, mais bascule pourtant entre les mains de la royauté vers 1250 et protège ainsi la frontière entre la France et l'Espagne. Et voilà les gens, on vient de visiter le château de Puylaurens. Impressionnant, super. Bon, comme vous l'avez vu sur les images, actuellement il y a une partie du château qui est en rénovation. Donc il y avait des travaux. En tout cas le château il est vraiment bien construit. D'après ce que j'ai compris en lisant les petits écriteaux à l'intérieur, il y a vraiment un délire d'un château basé pour la défense. Je veux dire il a été pensé pour ça quoi. Et déjà bon comme d'hab il est perché en haut d'un rocher. Mais surtout, tu as plein d'ouvertures pour tirer des flèches et des arbalètes. Apparemment, la spécialité ici, c'était les arbalètes à un pied ou les arbalètes à double pied. Ils avaient vraiment construit tout le château autour de la défense avec une arrivée unique. C'est-à-dire que les ennemis pouvaient arriver que par là. Donc, ils étaient placés sous des assommoirs. On pouvait leur balancer des trucs sur le front. Enfin bref, c'était vraiment un château pensé pour la défense et pour les sièges. Et je trouve que ça se sent dans son architecture parce que tu as des remparts partout, tu as des tours, tu as vraiment tout un truc pour faire la surveillance. On sent que c'est pas juste le château où on venait bouffer du sanglier et faire la fête. Il y a vraiment un délire de « ici on va protéger nos terres ». J'étais en train de me dire que finalement les châteaux forts comme ça, suréquipés pour la défense, c'est un peu les premiers bunkers. Ben, si on réfléchit. Les mecs ils arrivent à s'isoler quelque part, au lieu que ce soit sous terre. C'est généralement en haut d'une montagne, ils s'isolent, ils s'enferment à l'intérieur, exactement comme un bunker, et après leur but c'est de survivre le plus longtemps et d'arriver à se défendre contre les attaques extérieures. Donc c'est vraiment en fait les premiers bunkers. Je crois que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours cherché un endroit où se mettre à l'abri des dangers extérieurs et pouvoir survivre. Et avant les châteaux forts, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, on avait les grottes préhistoriques. Les hommes rentraient dans les grottes, et ils essayaient de barricader l'entrée, et leur délire, c'était de survivre là-dedans, quoi. Je suis en train de redescendre à ma petite tente. Je vais aller prendre un petit déjeuner, et ensuite, plier mes affaires et reprendre la route.
de bon matin là, c'est vivifiant. Vous imaginez avoir un château pour soi tout seul et je sais pas, être imprégné par l'histoire de ces pierres, de ce lieu ancien. C'est très chargé. En plus, j'ai vu qu'il y avait une tour qui s'appelait la tour de la Dame Blanche. Et hier soir, je vous mens pas, à un moment donné, bon, il pleuvait, j'étais fatigué. J'ai eu l'impression de voir une dame habillée en blanc, justement, sur la route quand je montais. Et ça m'a fait bizarre parce que voilà, je me suis dit, non, ça devait être un flash. Vu qu'il y avait l'orage, je me suis dit, ça doit être une éclair au loin. J'ai pas fait gaffe. Et là, je viens de voir tour de la Dame Blanche. Donc, ça se trouve, j'ai eu une expérience paranormale hier soir avec une vieille dame cathare. Regardez, je suis en train de défaire la tente et je viens de voir quelque chose que je vois très très rarement. Un phasme, les amis. C'est très rare que j'en vois. Salut toi. C'est dingue ce que fait la nature. Hein. Un insecte qui copie la morphologie des plantes et d'une brindille pour survivre. Je suis en train de boire mon café là. Il y a déjà plein de voitures qui sont arrivées, des touristes pour visiter le château. Depuis tout à l'heure, je les entends, ils sont là, ah, pas sanitaire, pas sanitaire. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais voir. Et en fait, le château vient d'ouvrir. Ils ont sorti une pancarte, passe sanitaire obligatoire. Putain, pour visiter un château cathare, ça fait mal. Comme quoi, j'ai bien fait d'y aller en douce ce matin, parce que sinon, j'aurais pas pu y aller. J'aurais vu ça, j'aurais fait quoi, moi? Bonjour, vous me laissez entrer, s'il vous plaît? Pauvre France. Allez, je reprends la route. Je laisse derrière moi le magnifique château cathare de Puylaurens. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, il y a plein de bagnoles. Les touristes sont arrivés, mais dès 9 h du matin, des gens qui arrivaient de partout, des Anglais, des Français. Mais par contre, il y a un truc qui est marrant, c'est que je les entendais tous râler sur le pass sanitaire. Il y a même une dame qui s'est énervée, genre « Non mais c'est scandaleux, vous imaginez si on a une famille nombreuse, alors lui il rentre pas parce que lui il est vacciné et pas lui. » Les châteaux cathares, c'est pas les genres de trucs les plus visités de manière générale. Mais je veux dire, si même là, perdu dans les montagnes, il y a un pass sanitaire qui vient faire chier le monde, et que les gens râlent en mode « Bon ben tant pis, puisque c'est comme ça on n'y va pas », mais vous imaginez bien que ça va pas être tenable. Cette situation ne va pas du tout être tenable sur du long terme. Là on dirait un caprice. Pour l'instant, les gens disent rien, mais c'est pas tenable. Des Français, des Anglais, oh my fucking god, no, this is a pass sanitaire. It's incredible. En fait, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe que les gens trouvent ça scandaleux et que ce qui m'inquiéterait, ce serait de voir les gens faire la queue comme ça, payer puis rentrer comme si tout allait bien, genre ah ouf, retour à la vie normale maintenant que j'ai mon pass sanitaire. Ah mais j'ai oublié de faire mon introduction en fait. Bonjour tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. 7e vlog sur le GR 367, 7e jour de marche sur le sentier cathare. Alors, mon objectif de la matinée, comme j'en ai parlé dans le vlog d'hier, c'est d'atteindre Aksa, une ville, un village, ma prochaine grosse étape. Mon but, comme je vous l'ai dit, c'est d'y arriver pour midi, car j'ai un ami qui peut me récupérer. Et comme ça, je peux passer une petite journée avec lui. Et bon, je vous le dis maintenant, en fait, vu qu'il a une voiture, il y a moyen qu'on aille au château que je n'ai pas fait. Et oui, le fameux château de Peypertus, devant lequel j'étais passé et que je m'étais dégonflé car j'avais eu la flemme de faire un trop gros détour. Ça me contrariait, ça me travaillait, je vous en ai pas parlé, mais j'étais là genre ah, c'est chiant, je fais une rando pour faire le sentier cathare et filmer des châteaux. J'ai pas filmé celui-là qui est quand même très impressionnant. Et donc on a peut-être convenu d'y aller ensemble cet après-midi. Donc on fera un aller-retour en voiture, hein.
mais au moins ça me permettrait d'aller filmer ce château. Et sachez les amis que je fais ça rien que pour vous. C'est pour vous remercier de tous vos commentaires ultra positifs et ultra encourageants. Allez, direction AXA. Je suis en train de marcher sur le sentier, puis là je vois un banc au milieu de nulle part. Je me dis mais pourquoi ils mettent un banc ici? Je veux dire, qui a envie de s'asseoir en plein soleil? Puis là je comprends en regardant en face. Je me dis ah, oui d'accord, c'est juste parce qu'il y a une putain de vue en fait. Je viens de sortir de cette forêt qui était très agréable, très ombragée. Là, j'apprécie vraiment de plus en plus les paysages. Faut que j'arrête de dire décor. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, oui, tu dis toujours le mot décor, mais le décor c'est dans le cinéma, faut dire le mot paysage. Alors je dis le mot paysage. Et regardez, apparemment, je viens de lire là, il y a un avion militaire qui dans les années 40 a percuté la montagne à cause de brouillard et il y a eu 4 morts. Ben, reposez en paix les amis. C'est impressionnant, une épave. Il y a des inventions, je tiens à préciser quand même, hein, qu'il y a des inventions humaines que je trouve assez incroyables. En l'occurrence, l'avion en fait partie. Sauf quand il nous balance des chemtrails. Oh, c'est l'évolution du charbon, quoi, de la machine à vapeur. Et je trouve ça un véhicule, vraiment. Il y a quelque chose de l'invention, l'apogée un peu. Toi, maintenant, on fait que de la redite. On fabrique des voitures, mais c'est électrique ou il y a des options en plus à la con souvent. Toi, la clim, ce genre de truc, alors que finalement tu roules en décapotable ou la fenêtre ouverte, c'est pareil, tu vois, à l'époque une bonne de chevaux, t'ouvrais le toit façon sardine, fin de l'histoire quoi. Tu pouvais même défaire tes sièges de bagnole pour en faire un canapé et aller pique-niquer ici quoi. Vous imaginez, est-ce que maintenant tu te vois défaire tes sièges de ta Peugeot Mais non, ce serait ridicule. J'admets que certaines inventions, parce que moi qui peste souvent contre la modernité, j'avoue que bon, téléphone portable c'est pratique, la voiture c'est pratique, et les avions c'est joli, ça vole. Trop bien! Ça, c'est une putain d'ambiance. Voilà pourquoi je fais des randos. Pour voir des trains remplis de gens qui sont contents de voir un randonneur. Machine à vapeur, je vous l'avais dit. Je profite de mon arrivée sur AXA pour faire une petite mise à jour des chiffres et des distances. En arrivant sur AXA, au total, j'ai parcouru 127 km depuis Port-la-Nouvelle, donc en 7 jours. Et en altitude, on était parti du niveau 0. Là, on est à 407 mètres d'altitude. AXA en vue! You! Bah dis donc, ils étaient longs ces derniers kilomètres. Ça va me faire du bien de retrouver mon pote. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu en plus. Trop content de retourner à ce château parce que je m'en voulais vraiment d'être passé en dessous sans... En fait c'était la flemme qui avait guidé mes pas quoi, qui m'avait fait faire demi-tour mais... Ah bah celui-là il se mérite ouais. Celui-là il se mérite ouais. Et là je l'ai bien mérité, on a fait de la bonne bagnole. Ça fait tellement bizarre de revenir sur ses pas, ça fait quelques jours seulement mais j'ai déjà l'impression que c'était il y a X semaines quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que j'étais là il y a plusieurs semaines quoi. Parce que tu es dans un vrai temps, tu es le temps de ton rythme cardiaque et pédestre. Face à Quéribus, tel un bateau sculpté dans la roche, la citadelle impressionne. Guillaume de Perpertus se soumet à Simon de Montfort en 1217, puis le château passe sous la domination de Saint-Louis en 1240. Perpertus se déploie sur 300 mètres, le long d'une crête calcaire culminant à 796 mètres au roc Saint-Jordi. C'est seulement au début du XIIe siècle que s'élève sur le lieu un véritable castrum, comprenant un ouvrage défensif, une église et surtout une communauté. Avec le traité de Corbeil en 1258, le château devient forteresse royale. Dominant plusieurs vallées,
il est l'un des maillons essentiels du réseau de défense contre l'Aragon. La majeure partie des constructions peuvent être datées du milieu du XIIIe siècle. Il arrive que de loin, on ne distingue pas la forteresse de Peipertus tant elle fait corps avec la crête rocheuse. Peipertus, Pierra pertusa en occitan, signifie la pierre percée. Cette pierre a aujourd'hui disparu. Pendant la croisade contre les Albigeois, le seigneur des lieux, Guillaume de Peipertus, rend hommage à Simon de Montfort, mais continue de résister, notamment en occupant le château de Puylaurens. C'est en 1240 que le roi de France, Louis IX, prend réellement possession de ce château. Voyons ensemble ce petit rappel, qu'est-ce qu'un cathare? Au XIIe siècle, dans cette région, certains chrétiens adhèrent à un nouveau mouvement, le catharisme. La pensée des cathares et le mode de vie de son clergé, les parfaits et parfaites, gênent l'Église catholique romaine. Il les déclare hérétiques. Le pape Innocent III lance alors une croisade contre eux. Une croisade autorise la spoliation et le recours aux armes. Le roi de France n'y participe pas. Mais lors d'une seconde croisade, il finit par s'allier au pape. Les croisés, venant surtout du nord de la France, déferlent et dépossèdent de leurs terres les seigneurs locaux. Dans certains lieux très stratégiques, comme Peipertus, le roi de France fait bâtir des forteresses chargées de garder les confins du royaume face à un autre souverain, le roi d'Aragon. Les châteaux royaux de cette région supplantent les châteaux de seigneurs qui étaient cathares pour certains et simplement tolérants pour d'autres. Un châtelain, 21 sergents, un guetteur, un portier, un chapelain et des chiens. Voilà la garnison. Au XIVe siècle, ce sont les gens du cru qui gardent la forteresse. Paysans et artisans. Rétribués par le roi, ils sont exemptés de taxes et d'impôts. C'est pourquoi on les appelle morte-paye. Une charge lucrative qui devient bientôt héréditaire. Au Moyen-Âge, pour quitter le château sans être vu du portier, comment faire? Une poterne s'ouvrait entre les latrines et le logis sur un sentier caché, à l'abri de l'aiguille rocheuse qui jouxte la muraille non loin de là. Les châteaux de Peipertus et Quéribus se font face. Ce sont les deux seuls à se voir et à pouvoir communiquer directement. À eux deux, ils surveillent toute la région, depuis la mer jusqu'aux Pyrénées. Le moindre sabot soulevant de la poussière à l'horizon est aussitôt détecté. Grâce au réseau de tours et de châteaux éparpillés dans la région, il faut moins de 3 heures pour prévenir d'un siège jusqu'à Carcassonne. Ce château est en 2 parties, le donjon vieux, en bas, et le donjon Saint-Jordi, en haut, qui culmine à plus de 800 mètres d'altitude. C'est un ensemble qui dote la forteresse de bâtiments modernes et lui donne la puissance et le prestige pour impressionner l'ennemi en se servant du lieu comme une arme de dissuasion. Et voilà les gens, on a enfin visité le château de Peipertus. Ça faisait 2-3 jours que j'étais passé devant et que je n'avais pas osé faire le détour par flemme. Je vous en ai pas parlé en vidéo, mais ça me travaillait, je regrettais de ne pas l'avoir fait. L'occasion s'est présentée, je suis très content d'avoir pu venir le filmer. Il est impressionnant, c'est clairement un des plus grands châteaux que j'ai vu jusqu'à présent. Dans la journée, j'en ai vu donc 2 aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Là, on a quasiment fait toute la collection des châteaux des 5 fils de Carcassonne. Aujourd'hui, c'est un peu ma journée off. Là, on va reprendre la voiture. On va aller au village de Cucugnan, à ce fameux moulin que j'ai filmé. Il y a aussi une boulangerie apparemment qui est très connue. Puis il y a le fameux curé de Cucugnan, d'Alphonse Daudet. On va aller voir tout ça, on va se la jouer un peu de touriste. C'est ma journée off, c'est à la cool aujourd'hui. Je reprends l'aventure demain et je vais surtout passer une bonne nuit. Je suis à peu près à la moitié de mon parcours. Et demain, je serai donc requinqué pour terminer cette aventure sur le sentier Cathare. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Céleste Grant. À demain pour un nouveau vlog.